Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'une fée, Patricia Gaillard, conteuse du merveilleux et écrivaine. J'avais été séduite par sa belle écriture. Lorsqu'il y a quelques années, je lui avais demandé d'enregistrer les contes et légendes du Jura pour ma collection de livres audio Caracol Livre, et je me suis dit qu'elle ferait une belle héroïne pour ce podcast. Et bien m'en a pris. Patricia, 72 ans, m'a donc parlé de son parcours de vie, de sa vocation de conteuse, de l'importance du conte, de la vie, de la famille, de son jardin et de 1000 autres choses. Ici encore, j'ai pu me régaler de ce bel appétit de vivre et de cette façon légère et belle d'appréhender la vieillesse. Alors, allons écouter une sage fée du fin fond de la campagne jurassienne. Patricia Gaillard, quel âge as-tu? J'ai 72 ans. Quel est ton parcours professionnel, personnel? Est-ce que tu peux me donner quelques étapes de ta vie? Oui, les étapes principales peut-être. J'aurais aimé, je suis toujours rêvé de faire des études et je n'ai jamais pu parce que mon milieu était très pauvre. Donc on allait travailler tout à 14 ans, quoi, après le certificat d'études. Et voilà, donc ça, c'est resté une difficulté dans ma vie pendant très longtemps. Ensuite, j'ai rencontré mon époux, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et ça a été une belle réussite parce que comme j'avais eu une famille disloquée, je voulais créer une vraie famille. Et donc, je me suis attachée surtout à cela et j'ai oublié toutes ces histoires d'études et de tout ça. Et donc, ça a allégé ma vie en quelque sorte, hein. Et en plus, j'ai eu des enfants, donc c'était merveilleux. Les enfants nous apprennent énormément de choses, bien plus encore que nous ne leur en apprenons, je pense. Et puis ensuite, les enfants ont grandi et je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je trouve une identité sociale. Et puis, j'avais beau réfléchir, je ne le voyais pas. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'étais conteuse. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai réalisé d'un coup et qui était évident, qui était sans aucun doute quasiment. Et donc, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le devenir, vraiment, hein, avoir une connaissance de conteuse, etc. Et donc, voilà, je suis devenue conteuse, mais j'avais quasiment 50 ans, hein. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que tu étais conteuse? C'est le fait de raconter des histoires à tes enfants. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça? Même pas. Je racontais effectivement beaucoup d'histoires à mes enfants parce que ma mère m'en avait lu beaucoup. On était 6 enfants et j'étais la seule à avoir une attirance pour les contes. Vraiment les contes, pas les albums, les contes. Et donc ma mère avait acheté Grimm, Perrault, Andersen, des livres sans images, heureusement, dirais-je, parce que du coup ça a tellement développé mon imaginaire. Et ces contes m'ont beaucoup apporté parce que comme je n'avais pas mon père, je pense que le conte m'a servi de père. Et en fait, il m'a instruit de beaucoup de choses et j'y suis restée fidèle, en fait. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai raconté beaucoup d'histoires à mes enfants. C'est pour qu'eux aussi aient cet enseignement particulier du conte. Et c'est pour ça aussi que je suis une conteuse, ça ne fait aucun doute. Et alors, est-ce que tu peux me dire aussi quel est l'enseignement particulier du conte? Le conte, en fait, ne parle que symboliquement, contrairement à nous, les humains, qui parlons avec des mots, qui finalement, même si on veut les choisir clairs et efficaces, restent obscurs quand même. Or, le conte utilise, comme les rêves et comme les textes sacrés, le langage symbolique. Et c'est quand même le langage qui parle le plus profondément, je pense, à l'humain. Voilà pourquoi le langage du conte est pour moi quelque chose d'infiniment précieux, un langage auquel je resterai toujours fidèle. Est-ce que tu veux me donner un exemple précis? Alors, par exemple, dans un conte, quand il s'agit d'un roi et d'une reine, on voit un roi et une reine comme on en voit dans la vie courante, enfin courante, terrestre. Dans la vie courante, on n'en croise plus quand même. Et en fait, ce roi et cette reine ne sont pas un roi et une reine, ils sont nous-mêmes. Ils sont notre part masculine et notre part féminine qui un jour doivent se marier pour être un être accompli. Voilà. Et donc, ce roi et cette reine représentent toujours ça. Et au départ, quand l'un des deux manque, eh bien, c'est que la part qu'il représente nous manque. Pareil, c'est un petit exemple parmi des milliers d'autres, hein. D'accord.
Voilà. Et donc, quand on entend un conte, la conscience sait faire ça. On n'a pas besoin consciemment de savoir ça. La conscience le sait. Et donc, il accueille le conte comme quelque chose qui vient lui parler de lui-même. Ah, Et c'est pour ça qu'on écoute les histoires. Et c'est pour ça qu'il y a des histoires qu'on écoute depuis des siècles, voire des millénaires. c'est vrai. Mm. Je t'ai interrompu parce que tu disais qu'à partir de 50 ans, tu es devenue conteuse. Voilà. Est-ce que tu peux me donner la suite? J'ai eu de la chance, en fait, parce que je venais de lire un livre. Je devais avoir 48 ans à peu près. Je faisais partie d'une petite troupe de conteurs amateurs en Alsace. Et puis, j'ai eu une opération un peu, disons, sérieuse, qui a bouleversé ma vie quand même, parce qu'il s'est passé des choses pendant l'anesthésie un peu particulières. Une sortie de corps, l'âme est sortie du corps. Donc j'ai vécu ce que beaucoup de gens racontent, et quand on le vit, ça ne peut que bouleverser une vie, bien entendu. Hein. Et donc j'avais vécu ça. Et après, je suis rentrée chez moi après l'opération, et une amie est venue m'offrir un livre qui s'appelait « Les 7 plumes de l'aigle » d'Henri Gougaud. J'ai lu ce livre et pour moi, ça a été une véritable révélation. Donc, j'ai écrit à cet auteur, qui est conteur, bien sûr. Ma lettre l'a vraiment marqué et il a insisté pour que je vienne à son atelier de conteur à Paris 2 fois par mois, un samedi. Bon, j'ai accepté, tout en me rendant compte que ça allait bouleverser non seulement ma vie, mais la vie de ma famille. C'est pas évident. Paris, je ne connaissais pas, métro, je savais pas faire, enfin... Vraiment, c'était une aventure, hein, une véritable aventure qui à la fois m'excitait puis qui en même temps m'affolait un peu, quoi. Et puis bon, tout le monde a suivi, mes enfants, mon époux, tout le monde était d'accord, avec un peu de réticence, mais quand même. Hein, voilà. Et moi, j'étais bien sûr la première à décider ça et j'ai choisi de le faire. Et puis donc, je suis partie pendant 3 ans. J'ai été à Paris 2 fois par mois pour suivre l'enseignement d'Henri Gougaud. Qui trouvait que j'étais déjà conteuse, mais qui me disait « je vais t'apprendre d'autres choses ». Et en fait, je pense que c'est ça qu'il m'a enseigné, c'est le langage du conte. Hein, c'est tout ce que le conte peut véhiculer au plus profond de l'humain. C'est ce que dit aussi Carl Gustav Jung, qui a été quand même une des personnes que j'ai le plus étudiées parce que je suis tout à fait d'accord avec sa vision des choses. Finalement, tu as étudié en autodidacte. Absolument. Et c'est pour ça que plus j'avançais dans la vie, et moi j'avais le regret de ces études que je n'avais pas faites, puisqu'en fait, je les ai faites seule, par moi-même, avec ce que j'étais, et sans aucun formatage, en quelque sorte. Alors évidemment, au niveau de la culture générale, j'ai des lacunes, mais par contre, dans les domaines qui me passionnent, j'ai des connaissances. Donc, voilà, à réfléchir, c'est intéressant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te rend fière? Alors, ce qui me rend fière, je crois que c'est surtout ma famille. La famille que mon époux et moi sommes arrivés à créer parce qu'elle est vraiment créée. Et puis, quand je vois le résultat actuellement, bien, mes enfants sont des êtres conscients, sont des êtres responsables, sont des êtres qui assument totalement toutes leurs responsabilités et qui, au fond, ont la vie. Donc, j'en suis très fière, c'est vrai. C'est super. Quelle est ta philosophie de vie? Alors, ma philosophie, en fait, elle est très simple. Il faut cueillir dans tous les événements qu'on traverse. Il faut les accueillir comme quelque chose qui doit être fait et qui doit nous enseigner quelque chose. Voilà. Ça, c'est vraiment, je crois, ma compréhension la plus importante de l'existence. C'est que toutes les difficultés et toutes les merveilles aussi d'ailleurs, tout ce que la vie nous apporte, il faut l'accueillir. Je n'ai pas dit l'accepter, hein. Il faut quand même, bien sûr, ne pas être défaitiste, mais il faut accepter ce que la vie nous apporte et être convaincu que c'est là pour quelque chose et pour nous faire avancer. D'accord. Pour nous faire prendre conscience de nous-mêmes. Donc, tu as pris ta retraite? Oui, j'ai pris ma retraite à 65 ans. J'aurais continué, en fait. Dans un premier temps, j'aurais pris ma retraite, mais je continuais, voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut la prendre. Donc, je l'ai prise à 65 ans, mais je comptais continuer. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. Ah oui. J'avais pas mal de contrats à l'époque dans le sud-est qui ont tous été annulés. Et après, une chose m'est apparue, c'est qu'avec des périodes difficiles comme ça, les jeunes conteurs ont besoin de travailler.
Et donc, je ne me sentais pas à 68, 69 ans d'aller faucher des contrats alors que franchement, ça me mettait très mal à l'aise. Et donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté et étrangement, j'ai pas souffert de ne plus compter en public. Mais je suis restée conteuse de mille manières. Oui, en écrivant aussi. En écrivant aussi, oui. J'écris de plus en plus, en fait. Pas forcément des contes, des petites histoires, des petits romans, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui je n'aime pas les œuvres longues, d'une manière générale. Sauf quand elles sont magistrales. Hein, ça, c'est autre chose. Moi, je ne m'appelle pas Victor Hugo, donc je ne fais pas des livres de 600 pages. Ça m'épuiserait, en fait. Mais j'aime les choses courtes parce que je suis conteuse. Pour moi, un texte doit être court, extrêmement dense et tout contenir en très peu de pages ou en très peu de mots. Et donc, ayant fait ce travail de conteuse pendant quand même 20 ans, je sais faire. Et c'est ça qui me plaît dans l'écriture. Et quand j'écris un livre, il fait peut-être 40 pages, mais il en contient beaucoup. J'ai demandé à Patricia comment elle est devenue conteuse professionnelle. Oui, alors il est vrai, effectivement, j'ai oublié de le préciser. Donc, je suis allée à cet atelier d'Henri Gougaud et j'ai eu la chance d'être entendue un jour par un directeur de festival qui a vraiment beaucoup aimé ce que j'ai fait, qui m'a engagée pour l'été suivant. À son festival, 15 directeurs de festival m'ont entendu et m'ont engagée. Et donc, d'un jour à l'autre, je suis devenue conteuse professionnelle. Je ne savais même pas combien on demandait et qu'il fallait passer par une structure pour les factures. J'étais totalement affolée, je n'en dormais plus. Parce que d'un jour à l'autre, il a fallu que je trouve comment fonctionner en conteuse professionnelle. Et bon, je l'ai fait, bien sûr, hein, parce que j'étais poussée au portier. Et puis voilà, c'était merveilleux, j'ai adoré ça. Et du coup, je suis devenue conteuse professionnelle, mais nationale. Je ne suis pas restée cantonnée dans ma région. Je suis devenue nationale, même, je dirais presque internationale, puisque j'ai compté dans des pays comme la Syrie. Et avant, bien entendu, ces gros problèmes, engagés par l'ambassadeur de Syrie, de France en Syrie. Et du coup, là, c'est pareil, il m'a téléphoné pour m'engager et il m'a demandé si j'avais une adresse mail. Et moi, j'ai dit oui, alors que je n'avais ni mail, ni ordinateur, ni rien. Mais j'ai téléphoné à ma fille et elle m'a créé immédiatement une adresse mail. Et immédiatement, j'ai pu effectivement échanger avec lui. Mais je veux dire, rien ne me faisait peur. À partir du moment où c'était dans le compte, rien ne me faisait peur. J'étais capable de toutes les audaces, quoi. Alors qu'avant, j'étais plutôt une jeune femme un peu timide, un peu... Je dirais pas peureuse, j'ai jamais été peureuse. Mais quand même plus réservée que ça. Non, avec le compte m'a rendue extrêmement audacieuse, quoi. Super. Pour lui, j'aurais fait n'importe quoi. Et comment a pris ta famille ça, en fait, tout d'un coup, le fait que tu deviennes conteuse et que tu partes aussi un peu sur les routes? Ils n'ont pas eu l'air étonnés, en fait. D'accord. Ils n'ont pas eu l'air étonnés. C'est comme quand j'ai édité mon premier livre. Ils n'étaient même pas étonnés. Je leur avais toujours dit d'ailleurs que je serais écrivaine. Donc depuis qu'ils sont nés, je leur répétais un jour, maman écrira des livres. Voilà, je leur ai toujours dit ça. Et donc ils n'ont absolument pas été étonnés. Je leur ai donné mon premier livre. Pour eux, c'était normal. Voilà. Et je devenais conteuse professionnelle. Je courais les routes de France. C'était normal. Voilà. Ils ont toujours trouvé ça normal, quoi. Ça ne les surprenait pas de la part de leur mère. C'est superbe. Et quelles sont tes activités que tu pratiques aujourd'hui, ou enfin, en tant que retraitée, entre guillemets? Est-ce que tu as des activités particulières? Alors oui, j'ai beaucoup d'activités. Donc déjà, j'ai une famille. Hein. J'ai une famille, j'ai 4 enfants, 8 petits-enfants. Donc, ils aiment bien venir chez nous, donc ça occupe bien. J'aime bien aussi marquer les saisons, décorer ma maison en automne, en hiver, au printemps, en été. Pour moi, la maison doit refléter les saisons, doit être en relation avec l'extérieur. Parce que l'extérieur, chez nous, a beaucoup d'importance. Nous habitons dans la campagne jurassienne, à côté d'un étang, des sapins, dans une très vieille demeure du XVIIe siècle. Et pour nous, le jardin est aussi important que la maison. Donc le potager est très grand, j'ai un époux jardinier remarquable. Et nous faisons nos légumes et nos fruits pour l'année, donc ça demande un gros travail. Donc toute la belle saison est tournée vers le jardin. Ensuite, il y a l'hiver. Alors l'hiver, j'écris. D'accord. J'entretiens ma maison, je reçois les enfants, je fais du sport parce que j'ai eu des problèmes de santé cardiaque. Et donc, pour moi, c'est très important, avec l'âge,
plus on avance son âge, plus il faut bouger pour être sûr de garder une mobilité, quoi. Donc, je marche le matin, je fais de la gym tonique le matin, et puis de la natation une fois par semaine. Donc, est-ce que tu es grand-mère? Et est-ce que c'est important pour toi? Donc, je suis grand-mère. Ah oui, non, non. Je suis grand-mère de 8 petits-enfants, dont l'aîné a 25 ans et la plus jeune 4 ans. Alors, il y a 6 filles, 2 garçons. Les garçons sont en plus petit nombre, ça les rend un peu timides parfois d'ailleurs. Parce que les filles sont, voilà, ce sont des filles modernes, donc avec un caractère bien trempé, avec une présence, quoi. Donc les garçons, c'est un peu difficile pour eux. J'essaie de les soutenir. Mais bon, c'est une troupe que je trouve extraordinaire, avec une variété d'âge qui est merveilleuse pour moi. Je crois que tu es ta famille est un peu musicienne. Est-ce que tes petits-enfants sont musiciens aussi? Ah, il y en a beaucoup qui sont musiciens. Mon époux, déjà, est ancien guitariste de rock. Il a d'ailleurs toujours un groupe de rock avec ses enfants. Donc, mes 3 enfants et mon époux forment un groupe de rock avec encore 2 de mes petits-enfants. Les petits-enfants, mon aîné est musicien professionnel à Paris. L'aînée de mes petites filles, Pauline, est cantatrice. Donc, elle a un parcours de cantatrice, donc elle continue à avancer. Et puis, le dernier, la Morgane de mon aîné, est très musicien aussi. Donc, la relève est assurée. Super. Qu'est-ce qui est important pour toi que tu aimerais transmettre? Alors, je trouve maintenant, je trouve que la chose la plus importante de la vie, c'est la simplicité. Moi, je trouve qu'un humain, c'est un peu comme une planche de beau bois, mais rugueuse. Et on passe le rabot pendant 70 ans. Et au bout de 70 ans, on se rend compte que c'est la simplicité qui est finalement la chose la plus importante. La simplicité. Je trouve que la plus grande beauté qu'on puisse trouver chez un être, c'est la simplicité. Même s'il est laid, même s'il est handicapé, même s'il est pauvre, même s'il est... la plus belle chose, c'est la simplicité. Et je tends vers la simplicité. Et je comprends maintenant la phrase qui parle des simples d'esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux. Moi, je pense que le royaume des cieux est tout simple d'esprit. Mais il ne faut pas entendre simple d'esprit d'une manière péjorative. Arriver à être simple d'esprit, c'est le parcours de toute une vie. Et c'est, à mon avis, le plus important. Comment vis-tu l'avancée en âge? Pour ne pas dire un vieillissement. Alors là, à vrai dire, ça m'a choquée quand j'ai passé 50 ans, que j'allais vers 60 ans, je me disais, c'est pas possible. Et puis, en fait, ma vie est tellement pleine de choses merveilleuses que l'âge m'est complètement, alors intégralement égal. Franchement, le fait d'avoir vieilli, d'avoir pris des rides, d'avoir un corps flasque, je m'en fous, mais alors, moi, c'est l'âme qui importe, quoi. Moi, c'est l'âme. Le corps, il fait comme il peut, je le respecte, mais c'est l'âme qui doit rester jeune. Et l'esprit, l'âme et l'esprit restent jeunes, même si le corps vieillit, on s'en fiche, quoi. Le corps fait comme il peut, et l'âme et le cœur et l'esprit peuvent rester jeunes, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que la vieillesse t'a apporté? La tranquillité. La vieillesse m'a déstressée, en fait. On parle beaucoup de stress dans notre société, c'est justifié, je comprends très bien. On parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup de yoga, on parle beaucoup de respiration et tout. Je suis entièrement d'accord, et ce sont des choses extrêmement importantes sur lesquelles il faut absolument se pencher. Mais l'âge, on oublie de dire l'âge. Avec l'âge, on apprend à déstresser, en fait. On prend de la distance par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais presque tout. On arrête tous ces attachements excessifs, ces dépendances, l'attachement, les dépendances. Tout ça, on laisse derrière soi parce que ça n'apporte que du stress, en fait. Et on se rend compte, moi je me rends compte que ce n'est pas la vie qui nous stresse. C'est nous-mêmes, avec notre façon compliquée de la considérer et de la gérer, quoi. Souvent, hein. Et c'est vrai, quand j'étais jeune, j'étais très stressée, mais quand j'étais jeune, j'étais compliquée. Et je suis sûre que c'était lié. Quelles ont été les femmes inspirantes de ta vie, s'il y en a eu? Alors là, il y en a eu beaucoup.
Mais là encore, je vais jouer la carte de la simplicité. Moi, je ne cherche pas du tout des femmes connues parce que elles sont connues, oui, mais je pense qu'il y a aussi souvent une part de légende autour de ces femmes-là. Et qu'en fait, dans la réalité, elles sont peut-être moins brillantes qu'on en a l'impression. Moi, c'est des femmes de mon entourage, ce que tu appelles finalement les héroïnes ordinaires. Eh bien, moi, ma vie a été remplie d'héroïnes ordinaires, extraordinaires, qui ont été pour moi des exemples. Ma mère, mes sœurs, certaines de mes amies, qui ont été pas combatives, j'aime pas tous ces mots qui représentent des combats et la guerre. J'aime bien d'autres mots, mais toutes ces femmes qui ont traversé des choses extrêmement difficiles en restant debout, en gardant la foi en la vie, en gardant la joie, en gardant une certaine légèreté, des vrais faits, quoi. Je suis entourée de femmes comme ça, donc je ne cherche pas à admirer des femmes connues parce que des héroïnes ordinaires, j'en connais plein et qui sont merveilleuses, quoi. Quels sont encore tes rêves? Alors, mes rêves, c'est de vivre encore longtemps. Parce que j'ai enfin l'impression d'être pleinement vivante, quoi. Donc, j'aimerais que ça dure. Mais 70 ans à arriver à être pleinement vivante, ça serait dommage que je meure dans 1 an ou 2, parce que j'ai encore plein de choses à communiquer aussi aux autres. Parce que si je fais du sport, si je me maintiens au maximum, c'est aussi pour montrer à mes enfants que le vieillissement, c'est rien, quoi. Et il ne faut pas qu'ils aient peur. Et je trouve que une vieillesse optimiste et positive, c'est utile à tout le monde, quoi. Donc si je pouvais durer comme ça jusqu'à 90-95 ans, en me maintenant au maximum pour donner aux autres le courage et l'envie de vieillir, ça m'intéresse, quoi. Et puis, continuer à regarder cette vie qui est quand même exceptionnelle, même s'il se passe des choses terribles. Terrible en ce moment. Oui. Mais j'aime beaucoup la phrase dans un poème de Victor Hugo qui dit « Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, pendant que Dieu perd son temps à créer les étoiles et les fleurs. » Moi, je me range du côté des étoiles et des fleurs. Le plus possible. Voilà. Hein? C'est vrai. Quelles sont tes limites? Mes limites sont physiques, je pense, parce que j'ai mon âge. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont un petit peu abîmée quand même, mais pas trop gravement. Mes limites, autrement, mis à part la santé, franchement, je ne pense pas que j'en ai. Si tu avais un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui entrent dans l'âge senior, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, surtout, qu'elle n'écoute pas toutes les bêtises qu'on raconte sur la femme ménopausée. Parce qu'une femme ménopausée, sa vie ne change pas. Ni sexuellement, ni moralement, ni même physiquement. À partir du moment où on s'accroche à la vie et où il faut compter sur soi. On a une réserve d'énergie absolument fabuleuse dans laquelle on puise à partir de 50 ans et qui est inépuisable. Vraiment inépuisable. Il ne faut absolument pas écouter tout ce qu'on dit. C'est des conneries, je suis désolée, je suis un peu verte dans mon langage, mais ce sont des bêtises. Il ne faut rien écouter de tout ça. La femme, la vie ne change pas. Au contraire, moi je trouve que on prend plus de distance, comme tu disais tout à l'heure, on déstresse, on sait prendre des bons moments, on sait regarder les choses, on aime plus, je trouve on aime mieux, on fait passer les autres un peu avant soi, la nature avant soi. Non, c'est vieillir, mais alors, on me proposerait d'avoir 20 ou 30 ans aujourd'hui, je dirais non immédiatement, sans même réfléchir 2 secondes. Ah non, 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 je n'échangerai mon âge contre aucun âge. Surtout pas. Allez-y les filles, hein. Soulevez la barrière et foncez. La vieillesse, franchement, ça vaut la peine, quoi. On arrive un peu à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter si Je ne sais même pas si je peux rajouter quelque chose. Il me semble que toutes mes... J'ai un blog. Si, j'ai un blog. Un blog qui est quand même bien, actif. Oui. Parce que j'ai pas mal de lecteurs et j'aime énormément y mettre des choses. Et en fait, mon blog est là pour apporter un petit instant de poésie dans la vie de mes lecteurs, qui dure 5 minutes, même pas. C'est toujours rapide à lire. Il y a toujours une belle photo. Et beaucoup de gens m'écrivent pour leur dire que simplement, toujours la simplicité,
ce moment de poésie leur fait du bien. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Si vous voulez en savoir plus sur les contes et autres livres de Patricia Gaillard, voici les coordonnées de son blog qui s'appelle Une terre à histoire. Vous pouvez retrouver aussi des contes qu'elle a enregistrés sur des plateformes de livres audio comme les Contes et légendes du Jura. Elle propose aussi des ateliers autour du conte pour mieux se connaître soi-même. N'hésitez pas à aller vous promener sur son blog. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le commenter sur Apple Podcasts, à mettre des étoiles, etc. Cela agrandira son audience. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.